Donc ben voilà, Alain Andreu, si vous pouviez vous représenter pour nos lecteurs qui ben voilà ne vous connaissent peut-être pas, donc ce que vous faites dans la vie et ce qui vous amène à parler aujourd'hui de la thyroïde et tout ce qui tourne autour de la thyroïde. Oui, donc aujourd'hui, je vais m'exprimer sur le sujet de la thyroïde en tant que patient, en fait, hein. Mhm. Je suis traité moi-même pour une thyroïdite depuis l'an 2000, depuis une vingtaine d'années. Et donc, un traitement qui n'a pas toujours été optimal. Et donc, je voulais apporter mon témoignage. C'est de cette façon que j'ai écrit mon premier livre. Puis ensuite, donc Pleine Santé avec le docteur Résimon. Voilà, donc je m'exprime en tant que patient. Donc mon expérience, évidemment, elle est limitée, hein. Je ne suis pas médecin, c'est ce que je tiens toujours à préciser avant chaque vidéo. Bon, voilà. Sinon, je suis technicien de laboratoire de formation. Donc j'ai fait environ 30 ans d'analyse médicale en laboratoire. Initialement, j'avais travaillé un petit peu dans l'industrie pharmaceutique, mais le gros de mon expérience, donc, c'est l'analyse médicale. Et, euh, et voilà, donc maintenant, j'essaie d'écrire des livres, je partage mon expérience de patient. Voilà. Super. Je travaille sinon dans un institut de recherche à Tahiti depuis une bonne vingtaine d'années. Donc la thyroïde, donc c'est une glande qui vraiment joue un rôle majeur dans l'organisme. En fait, elle contrôle tout le métabolisme du corps. Moi, j'aime bien comparer un petit peu ça, en fait, au ralenti d'un moteur. Donc, si la thyroïde est faible, bon, bah, le moteur se met à tousser, hein, le ralenti est trop bas. Inversement, si on est en hyperthyroïdie, donc le ralenti est trop haut. Et donc, ça fait une surchauffe, hein, de l'organisme. Donc, premier rôle, effectivement, c'est le métabolisme basal, hein, qui est contrôlé par la thyroïde. Ensuite, on a la croissance osseuse et musculaire, le développement cérébral, qui est capital, surtout évidemment chez les enfants. La reproduction, la thyroïde effectivement joue un rôle sur la fertilité. C'est parfois une cause qui est un peu ignorée, mais elle joue un rôle important. Également sur la notion de faim, de satiété, hein. Ça joue un rôle sur le sommeil également. Donc c'est très important. Une thyroïde bien équilibrée, donc ça peut se vérifier avec des traceurs de sommeil et on peut voir effectivement si on a un taux de sommeil profond qui est bon, c'est qu'en principe c'est que la thyroïde fonctionne bien. Inversement, une hypo ou une hyperthyroïdie, ça va modifier la durée de sommeil profond. Et enfin, le dernier rôle, c'est l'immunité. Donc, la thyroïde joue un rôle effectivement important sur l'immunité. Au niveau des symptômes, en fait, ils sont très nombreux, hein, c'est très diffus. Euh, Comme la thyroïde, finalement, elle impacte toutes les autres hormones. Donc, au niveau des symptômes, c'est un petit peu comme des carences polyhormonales. Donc, on va pas tous les énumérer, mais je dirais les plus fréquents, les plus visibles, c'est déjà une fatigue dès le matin. Ça, Mhm. quand on se réveille dès le matin, qu'on est déjà fatigué, et quand on se rend compte que l'énergie, elle arrive plutôt en fin de journée, ben là, ça, c'est quand même un signe de dysfonctionnement thyroïdien, en fait, hein. Quand on est en hypothyroïdie, ben il faut bouger. Il faut vraiment bouger pour que l'organisme puisse se réveiller. Mais donc le matin, on se réveille complètement engourdi. D'ailleurs, on est parfois enflé au niveau des articulations. On a les yeux bouffis. Voilà, ça fait partie on peut avoir des douleurs musculaires, des mains, des pieds gonflés. La température au réveil est trop basse. C'est même un des moyens de détecter l'hypothyroïdie. Voilà. Alors après, il y a d'autres symptômes, bradycardie, c'est-à-dire le rythme cardiaque qui peut être un peu bas, euh, on- perte de cheveux, constipation. Donc, tout ça, c'est révélateur d'un organisme qui tourne au ralenti.
Donc, on a une digestion qui est perturbée, qui est trop lente également. Voilà, la circulation qui fonctionne pas bien, donc extrémité froide, fatigue, fibromyalgie. On est frileux en général, enfin, en tout cas, on est sensible aux différences de température, que ce soit le froid, le chaud, on ne supporte pas très bien. Au niveau de la tension artérielle, on peut avoir également une perturbation, notamment au niveau de la tension diastolique, c'est-à-dire le deuxième chiffre, qui peut être un peu élevé. On est sujet aux infections, hein, comme je l'ai dit, il y a un rôle sur l'immunité, donc on peut avoir des infections un peu récurrentes. On transpire pas, hein, quand on est en hypothyroïdie, on transpire pas trop. En fait, on a tout le temps froid. Voilà, la peau est craquelée. On peut avoir la plante des pieds orangés. Ça, c'est dû en fait, au bêta-carotène qui n'est pas métabolisé en vitamine A. Voilà. Par la suite, alors une voie rauque également. On peut avoir du reflux gastro-œsophagien. Bon, des problèmes de digestion en général, quoi, hein. Mhm. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Éventuellement perte de cheveux. Il y a le Singer-Tog au niveau du tiers externe des sourcils qui peut, mais bon, là, je pense que c'est pour des hypothyroïdies de longue date en fait, hein. Ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau de la symptomatologie. Donc, si on a des symptômes à partir en médecine fonctionnelle, en général, quand on a trois, quatre symptômes majeurs, on commence à traiter. Alors, la médecine conventionnelle, en général, si on suspecte une hypothyroïdie, bon, le premier geste, c'est de faire un bilan de laboratoire. Et malheureusement, bon, bah, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. En général, on recommande de faire la TSH, qui n'est pas une hormone thyroïdienne, hein. C'est une hormone hypophysaire, en fait, qui réagit, qui s'occupe du rétrocontrôle, comme on appelle cela. Et donc, là, si la TSH est perturbée, on peut, selon les recommandations de la HAS, on peut éventuellement traiter. Alors, il y a le problème également des normes de laboratoire qui sont très, très larges. Donc, en fait, à moins d'être dans les 2,5% trop bas ou trop haut, il y a très peu de chances que le bilan de labo puisse vous détecter une hypothyroïdie, même si elle est vraiment là, en fait, hein. Voilà. Dans le bilan, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est, en plus de la TSH, il faudrait faire un bilan plus complet, hein, donc T3, T4, TSH, surtout la T3, puisque c'est la forme active. Donc ça, c'est la réponse de la médecine conventionnelle, hein. Donc c'est le bilan de laboratoire. Éventuellement, donc on demande les anticorps anti-thyroïdiens, hein, thyroperoxydase et thyroglobuline, qui sont des marqueurs pour la thyroïdite de Hashimoto. Voilà. En médecine fonctionnelle, on regarde beaucoup plus la clinique, en fait. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si les taux d'hormones peuvent être corrects au niveau sanguin, c'est pas forcément une garantie déjà que les hormones atteignent leur cible au niveau de la cellule. Pour cela, il faut beaucoup de cofacteurs, vitamine D, cortisol, vitamine B12, voilà, je les ai pas tous en tête, mais on regarde tous ces cofacteurs en fait, hein. On regarde et on dose bien souvent, hein, donc la vitamine B12, le sélénium, la vitamine D qui est un cofacteur hyper important, vitamine A, le zinc, le magnésium, une carence en magnésium, c'est pas bon non plus. On regarde la ferritine, la progestérone chez la femme, enfin chez la femme et chez l'homme, hein, c'est une hormone qui joue sur la fonction thyroïdienne. Voilà, on regarde tout ça en fait, hein. Oui, alors l'iode, c'est vraiment un sujet, donc actuellement on en parle beaucoup. Donc on a d'un côté, on a les apports journaliers recommandés qui sont, à mon avis, très très bas, hein, qui sont de 150 microgrammes par jour. Euh, euh, mais si on regarde, en fait, si on réfléchit, donc certains pays comme le Japon, par exemple, ils ont des apports qu'on se situe entre 13 et 30 milligrammes par jour. Donc c'est entre les 0,15 mg recommandés et les 30 milligrammes. Donc, on voit bien qu'il y a
il y a un gap énorme et justement donc au Japon ils ont des taux de cancer du sein et de la prostate les plus bas au monde, hein. Donc parce que l'iode entre autres en plus de jouer évidemment sur la synthèse des hormones thyroïdiennes, euh, elle aurait un impact en tant que modulateur des œstrogènes. Voilà. Donc très important l'iode. L'examen à faire, donc a priori l'examen de référence ce serait plutôt une iodurie sur les urines de 24 heures. Mhm. C'est pas toujours évidemment le plus simple à réaliser. Je crois savoir que le docteur Résimon fait un dosage sur les urines du matin. Mhm. Sinon, au niveau, les Américains, les spécialistes américains conseillent de faire un test de charge en fait à l'iode. Ok. Donc, on administre 50 mg d'iode au patient et on recueille les urines de 24 heures et on estime que si on retrouve 90% dans les urines de 24 heures, on estime que la personne n'est pas carencée en iode. Ok. Ça, c'est le test de charge. Alors, oui, je crois qu'on n'en a pas encore parlé, mais le traitement officiel de l'hypothyroïdie, en fait, c'est d'administrer de la T4, l'hormone thyroxine, qui n'est que une des multiples hormones en fait hein, que sécrète la glande thyroïde, puisque la thyroïde sécrète de la T0 à la T4. Donc Ok. le chiffre qui est après le T correspond au nombre d'atomes d'iode en fait. Sachant que l'hormone la plus active de loin, c'est la T3. Mhm. Donc en fait finalement, le traitement officiel, c'est d'administrer une hormone inactive, la T4, qui doit être métabolisé donc par une enzyme, la désionidase, qui lui retire un atome d'iode. Et donc, si tout va bien, on se retrouve avec de la T3 active. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours. Donc déjà, il y a un polymorphisme qui existe, hein. En Europe, c'est quand même 14% de la population, donc c'est quand même pas anodin. Donc c'est le polymorphisme DIO2. Donc ce sont des gens qui ont un défaut en fait au niveau de cette enzyme et du coup ben, les traitements à la T4 vont pas très bien marcher pour eux en fait, hein. Ils vont Ok. pas la métaboliser en T3. D'autre part, il y a les perturbateurs endocriniens comme le mercure, les métaux lourds, hein, mercure, plomb, cadmium, le phtalate, qui perturbent également cette transformation de T4 en T3. Donc c'est pas gagné à ce niveau-là également. Et enfin, donc, il peut y avoir le manque de cofacteurs dont on a déjà parlé, donc vitamine D, vitamine A, les oméga 3 qui sont très importants puisqu'ils jouent sur la souplesse de la paroi cellulaire en fait. Donc, s'il y a un manque d'oméga 3, les hormones auront du mal à rentrer dans la cellule, sachant que le récepteur AT3 se trouve à l'intérieur de la cellule. L'adhésion intestinale, que l'on ne regarde jamais en médecine conventionnelle, mais qui malheureusement doit être traité en même temps que l'hypothyroïdie, hein. Voilà. Il peut y avoir la reverse T3 également. La reverse T3, en fait, ben, c'est même souvent comment dire, un défaut du traitement au lévothyrox, un défaut du traitement à la T4, c'est qu'à la longue, et surtout s'il y a des perturbateurs endocriniens qui perturbent justement cette conversion T4-T3, on peut avoir justement cette reverse T3 qui est générée par l'organisme. La reverse T3, en fait, c'est l'hormone T3 mais en miroir, ce qu'on Mhm. appelle une enantiomère en fait. Et donc, elle est inactive en elle-même, mais malheureusement, elle occupe les récepteurs AT3, donc elle bloque en fait hein, le signal thyroïdien. On peut avoir également des problèmes de dominance oestrogénique chez la femme, avec manque de progestérone, sachant que les œstrogènes, eux, ont plutôt tendance à baisser la fonction thyroïdienne. La contraception, qui augmente toutes les protéines de transport, en fait, SHBG, CBG, TBG. Donc, en fait, en augmentant les protéines de transport, elle réduit forcément les formes libres des hormones. Voilà, donc, et comme je l'ai dit, donc il y a la dysbiose, éventuellement la présence de candidose, qui peut amener donc à un déficit en cortisol. Donc tout ça, c'est à traiter en même temps, en fait, hein. Parce que souvent, les gens qui sont en hypothyroïdie, on rencontre une dysbiose intestinale et un problème de cortisol derrière. Voilà, donc le traitement en médecine fonctionnelle, donc c'est plutôt d'administrer
un mélange T3-T4. Je ne dis pas que ça doit être fait pour tout le monde. Mhm. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur ce sujet, mais je pense que un peu de bon sens, ça me paraît logique en fait, sachant que la thyroïde sécrète quand même plusieurs hormones, de la T0 à la T4. Je vois pas pourquoi on administrerait que de la T4. Donc ça me paraît logique en fait de prescrire un mélange T3-T4. Ça c'est pour les hormones de synthèse. Sinon malheureusement c'est pas autorisé en France, mais il y a les extraits animaux, Mhm. comme Erfa, Armo, qui, eux, ont l'avantage justement d'avoir tout cet éventail de la T0 à la T4 Mhm. dans une matrice protéique. Donc, en plus, ils ont l'avantage de se libérer plus lentement, parce que c'est un des défauts, justement, des hormones de synthèse, même si elles sont strictement bioidentiques. Mais par exemple, au niveau de l'otiral, le défaut, c'est que la T3 peut se libérer un peu trop rapidement. Donc, ça oblige à fractionner les prises dans la journée. D'autant que la demi-vie de la T3 est plus courte que celle de la T4. J'ai pas parlé au niveau intestinal, donc de stopper les aliments qui contiennent du gluten. Le gluten, donc on en parle un petit peu dans Pleine Santé. Donc les anticorps antigliadines en fait peuvent altérer la thyroïde. Au niveau de l'alimentation, on conseille plutôt de manger des protéines en début de journée, le matin et à midi, sachant que l'apport protéique le soir, ça freine la conversion T4-T3, donc c'est pas idéal si on veut garder la ligne. Manger des légumes et des fruits, donc il y a pas grand-chose, mais il y a quand même quelques études qui montrent que l'apport en légumes et en fruits améliore la fonction thyroïdienne. On pourra les mettre en lien d'ailleurs. Voilà, les taux de vitamine D aux normes hautes. Donc, éviter tout ce qui est brome, fluor, chlore, évidemment, les métaux lourds. Donc, ça, c'est la consommation de poissons du large. Euh, voilà. Donc, faire attention à la contraception hormonale. Alors, il y a les éléments goitrogènes, comme les crucifères, le chou, la patate douce, qui, à mon avis, si on les mange raisonnablement, il n'y a pas vraiment d'impact sur la fonction thyroïdienne. Ensuite, il y a quelques plantes qui peuvent stimuler la thyroïde. Euh, Parmi celles que je connais, il y a le gugule et l'ashwagandha, Mhm. que l'on trouve donc dans certains compléments, dont on pourrait parler d'ailleurs, donc notamment le Thyramix, chez Natura Medicatrix, qui contient du gugule, qui contient de la tyrosine, qui est un acide indispensable pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Il contient de l'iode, du zinc, sélénium, vitamine A, E, B12, du manganèse. Et Mhm. sinon, il y a le tyroflore également, donc un autre complément qui lui contient de l'iode sous forme naturelle, sous forme d'algues. Donc pareil, des cofacteurs comme la B12, le sélénium et des lacto- et des bifidobactéries pour une bonne flore intestinale. Oui, bah alors au niveau alimentation, c'est ne pas faire ce que j'ai fait pendant des années, donc c'est éviter au maximum donc le gluten, euh, tout ce qui est pain, pâtes, pizza, etc. Voilà, donc pareil, manger pas mal de légumes, de fruits. Donc, comme je l'ai dit, éviter les protéines le soir. Mhm. Vitamine D, donc ça, mon endocrinologue m'en a jamais parlé, mais effectivement, des taux de vitamine D élevés, c'est la bonne garantie justement de ne pas avoir d'anticorps, d'éviter une maladie auto-immune par la suite. Donc, ajuster ces taux de vitamine D, c'est impératif. Voilà, donc après, effectivement, le fluor, on va essayer de fuir tout ce qui est fluor. Le fluor, on en trouve dans les dentifrices, mais on peut en trouver aussi dans du thé de mauvaise qualité, enfin, qui a été cultivé sur des sols pollués. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Le brome, c'est tout ce qui est retardateur de flamme. Donc, voilà, il faut faire attention à ces perturbateurs-là. Voilà, comme je l'ai dit, donc, chez la femme ménopausée, le manque de progestérone, de facto, nécessite plus d'hormones thyroïdiennes. Donc, il
faut faire attention à ça aussi, s'il n'y a pas de traitement hormonal substitutif. Voilà, s'exposer au soleil si on peut, évidemment. Je sais pas si vous en avez beaucoup en ce moment. Voilà, ça peut augmenter substantiellement le taux d'hormone thyroïdienne. C'est la même chose pour le cortisol d'ailleurs. Dormir suffisamment, ça aussi, c'est important. Il y a 20 à 40% de réduction si on dort pas assez. Donc, c'est important le rythme circadien aussi, éviter le travail de nuit. Voilà, ça perturbe pas mal de choses. Mes bouquins, on les trouve en librairie, à la Fnac, un peu partout. Donc, c'est le régime anti-âge, c'est mon premier livre, c'est une expérience personnelle. Et donc, surtout, moi, je conseille plutôt donc Pleine Santé, qui est beaucoup plus complet, parce que là, il y a toute l'expérience du docteur Résimon dans Pleine Santé. Donc, on aborde un petit peu tous les sujets de la médecine fonctionnelle. Voilà. Sinon, je publie donc actuellement une lettre mensuelle dans un magazine internet local polynésien qui s'appelle Pacific Pirate Media. Donc justement, le sujet de ce mois-ci, c'est la thyroïde. Donc la première lettre, c'était comment optimiser naturellement donc sa glande thyroïde et donc le mois prochain, en janvier, donc ça, on abordera tous les problèmes donc de traitement thyroïdien. Donc c'est un petit peu ce que je viens de rappeler. J'ai pas détaillé, mais bon, dans les traitements, globalement, en France, en fait, il n'y a pas énormément d'options. Donc, soit on a un mélange T3-T4, qui s'appelle le Tiral, soit on prend du lévothyrox, qui est de la T4, et on peut rajouter un peu de Sinomel. Voilà. Très important de faire ça à dose progressive, parce que la T3 est quand même une hormone puissante. D'abord, optimiser tout ce qui est surrénal et régler les problèmes de dysbiose. Donc, s'il y a un problème de cortisol derrière, il faut d'abord s'occuper de ça, sinon les traitements thyroïdiens ne seraient pas forcément bien supportés. Et voilà, y aller doucement, parce que je vois trop souvent des patients qui me disent ah, on m'a switché directement du lévothyrox à le Tiral. Non, non, il faut vraiment y aller tout doucement. Euh, je pense que le Tiral est peut-être un peu trop dosé en fait en T3. Donc, personnellement, je prends un mélange de Tiral et lévothyrox. Vous voyez, donc, mais bon, en fait, chacun doit trouver le dosage qui lui convient et ça doit se faire progressivement. Voilà, le message, c'est ça.